certaine reconversion, réinventer sa vie professionnelle après la crise. Parfois, après quelques années de vie pro dans un secteur ou après la perte d'un emploi, mais aussi après la crise sanitaire assez exceptionnelle, on est encore en train de vivre et dont on espère bientôt la fin. L'envie prend de se reconvertir, de changer de vie, de changer de métier, de changer de voie. Il existe plusieurs formes de reconversion, des reconversions radicales dans des métiers complètement différents ou des reconversions assez proches de son métier d'origine en fonction de ses compétences dans un secteur connexe. Comment est-ce que ça se prépare, cette reconversion? Pourquoi est-ce qu'on se reconvertit? Est-ce que la formation est nécessaire et obligatoire? Comment est-ce qu'on peut être accompagné? Ce sont toutes les questions qu'on va aborder lors de cette conférence. Et pour y répondre, nous avons le plaisir d'avoir trois intervenants. Catherine Frade, vous êtes psychologue holistique, psychopathologue du travail, docteur en pharmacie dans une structure Steliax. Laetitia Gamrasni, désolée. Vous êtes chargée de mission partenariat et suivi de la mise en œuvre du CEP. Et Jean-Christophe Erich, vous êtes consultant à la PEC. Petite précision, je travaille pour Transition Pro Île-de-France. Il a son importance dans le cadre des reconversions professionnelles. C'est pour ça que je précise. Et moi, je suis Dadia Wadia, je suis rédactrice en chef de l'étudiant et du pro. J'ai le plaisir d'animer cette conférence, toutes les conférences de la journée. Donc voilà. Alors, avant de lancer, donc, je vais juste rappeler que vous pouvez poser vos questions directement sur Slido. Donc là, vous avez sur le site sli.do, il faut intégrer le code 187043. Ça vous permet de poser vos questions en direct. C'est gratuit, pas besoin d'intégrer une adresse mail, etc. C'est vraiment pour que moi je puisse réceptionner vos questions et pouvoir les poser. Mais comme l'interaction est importante, on prendra aussi des questions à main levée. Voilà. Et pour les questions, petite précision, si vous souhaitez parler de votre cas personnel sur une thématique très précise, peut-être que ce serait mieux de voir à la fin avec l'un des intervenants pour rentrer dans le détail, afin qu'on ait une vision un peu globale et qu'on ait des réponses qui puissent être applicables à l'ensemble. Après ce très long préambule, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, comment est-ce qu'on prépare son projet de reconversion? Combien de temps ça prend aussi? C'est une excellente question. Au début des années, on m'entend pas? D'accord. Est-ce qu'on m'entend là? Ah. Donc au début des années 2010, j'ai vu venir beaucoup de gens qui avaient ce projet de se reconvertir avec des reconversions absolument drastiques, on va dire. Je me rappelle quelqu'un qui était chef de projet, qui voulait venir soit rentrer dans la pénitentiaire, sur le menton, d'accord, là ça va aller, qui voulait soit rentrer dans la pénitentiaire, étrange projet, soit devenir crémière. Et j'ai vu arriver tout ce genre de profil. Et cette personne, en fait, je me suis rendu compte que très vite, un certain nombre de gens abandonnaient leur projet de reconversion parce qu'ils avaient obtenu, par exemple, cette dame, la promotion qu'elle espérait dans son entreprise. Et donc, j'ai pris l'habitude depuis, parce qu'il y a quand même des gens qui passent à l'acte, et j'ai pris l'habitude depuis de dire aux gens qu'une reconversion, ça prend entre 2 et 3 ans. Puisque c'était la question de la durée. 2-3 ans, pourquoi? Parce que je dirais qu'il y a 4 étapes. La première étape, c'est de trouver sa direction. Vers où veut-on aller? Quel est le métier? Parce qu'une reconversion, normalement, au stricto sensu, c'est un nouveau métier. Et vers quel métier on veut se diriger? Ça, c'est une étape qui peut prendre beaucoup de temps. Hier, il se trouve qu'en permanence, je reçois des gens dans le cadre de mon métier, et hier, j'étais avec quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai suivi il y a 1 an, qui revient me voir. Et à l'époque, il était journaliste dans un grand quotidien et il souhaitait il a pris le PSE de ce grand quotidien, le plan social, et il ne savait pas où aller. Et je le revois 1 an après, il a fait un accompagnement avec moi, il a fait un bilan de compétences, et là, à la fin de l'année, au cours d'une conversation avec des amis, il a compris, il a su, il a découvert pourquoi il était fait. Et pourquoi il est fait? Pour l'encadrement de tableaux, l'artisanat d'art.
Mais ça a pris 1 an. Donc première étape, je cherche vers quoi je vais me diriger, la chose qui va vraiment m'intéresser. Deuxième étape, une fois que j'ai fait ça, en général, il y a une formation. Pour devenir encadreur de tableau, il va lui falloir passer un CAPI. Donc deuxième étape, très souvent, c'est une formation. Et cette formation, elle peut être courte, elle peut être longue. Si demain, vous êtes assistante sociale, j'ai le cas, et vous voulez devenir psychologue, par exemple, ça va prendre 5 ans. Bon, après, il y a des passerelles. Ça peut vous prendre beaucoup moins de 3 ans avec la VAE ou en profitant de ce que vous avez déjà eu comme diplôme. Mais voilà, donc la deuxième étape, c'est la formation. Troisième étape, à mon sens, c'est d'avoir une expérience. Parce qu'on ne vous attend pas sur le marché du travail. Il y a plein de gens qui auront déjà eu l'expérience professionnelle, donc il vous faudra acquérir une expérience pour espérer intéresser les recruteurs. C'est ça la problématique. Mais comment acquérir cette expérience? Parce qu'on ne vous fera pas confiance d'emblée avec votre diplôme, vous serez un débutant. Donc l'expérience en général, c'est un stage ou une alternance. Et puis si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il y a quelque chose qui peut être très intéressant qui est le bénévolat de compétences. Le bénévolat de compétences, c'est que vous mettez vos nouvelles compétences au service d'une association gratuitement, et là vous faites votre expérience. Et j'ai eu le cas, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais j'ai eu le cas de gens qui ont réussi à se reconvertir grâce à du bénévolat de compétences. Et puis la quatrième étape, ça va être la recherche d'emploi. Et dans cette recherche d'emploi, évidemment, il y a tout votre argumentaire, CV, lettre de motivation, profil LinkedIn et entretien de recrutement. Et là-dessus, on vous préparera à la PEC. Mais il va falloir vraiment professionnaliser cette recherche d'emploi. Et puis, il y a dans la recherche d'emploi à intégrer une chose très importante qui fait peur à beaucoup de gens, j'ai remarqué, c'est la partie réseautage. Il va falloir faire une démarche réseau, un networking d'ampleur pour pouvoir espérer effectivement réussir cette reconversion. Donc les 4 étapes, ça peut prendre entre 2 et 3 ans. Maintenant, ça peut être réduit, et je vais en rester là, mais si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment on peut réduire cette durée. Je vais abonder donc dans le sens de Jean-Christophe, puisqu'en effet, moi je représente Transition Pro Île-de-France. Alors je ne sais pas si vous connaissez, Transition Pro Île-de-France était avant plus connue sous le nom de FONGICIF. Donc nous finançons les parcours de formation. Et bien souvent, en effet, certaines personnes veulent aller très très vite dans la mise en œuvre d'un projet via une formation. Et la rapidité et l'urgence n'est pas toujours la meilleure amie pour justement arriver à cette reconversion. Et donc, en effet, faire le choix de se reconvertir, c'est une démarche qui prend du temps, qui nécessite aussi d'aller explorer certaines pistes, d'aller enquêter auprès peut-être de personnes qui font le métier que vous visez, d'aller analyser le marché de l'emploi. Il y a énormément de démarches que vous pouvez réaliser qui sont bien souvent encadrées aussi par des professionnels tels que la PEC, qui est opérateur de conseil en évolution professionnelle, mais aussi les psychologues spécialisés dans ce type de sujet. Donc je tiens à vous dire qu'en effet, nous allons apporter un regard particulier sur toutes les démarches que vous avez réalisées pour éprouver et confronter votre projet à la réalité. Et donc en effet, ça nécessite du temps. Donc c'est bon, vous m'entendez, oui. Moi je pars du principe qu'en fait on est... Alors, je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit, mais en complément en fait, je pense que depuis que vous êtes né, vous cherchez ce que vous venez faire sur Terre et que c'est ça la clé de la vraie motivation. Et qu'en fait, une personne d'ailleurs reste dans son emploi si elle trouve une façon de s'épanouir, c'est-à-dire de nourrir sa raison d'être, ce qu'elle vient faire sur Terre. Donc moi, j'accompagne les gens pour trouver leur direction ultime. Et du coup, ça permet considérablement de raccourcir les délais de mutation de soi-même, si je puis dire. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes aligné corps, esprit, émotion, énergie avec votre raison d'être, et bien comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, vous trouvez beaucoup plus facilement votre travail, votre métier idéal, où vous avez plus de clients. Donc ça implique de s'impliquer justement personnellement et de comprendre qu'on est maître de son destin, mais qu'on a aussi une part d'inconscient énorme qui ne nous appartient pas forcément, qui peut appartenir à l'inconscient collectif éventuellement dépassé et dépassé, transgénérationnel, transculturel, etc. Et éventuellement les deuils que vous auriez eu à faire si vous avez été licencié violemment, sans trop de raisons qui vous
vous paraissent justes, etc., ou si vous avez été malade. Donc, moi, je m'occupe plutôt des situations spécifiques en complément. Et d'ailleurs, pour ne pas encombrer le fil, je vous ai proposé un questionnaire sur mon blog, donc vous êtes libre de participer à catherinefrade.com/blog et je répondrai mais ultérieurement dans la semaine. Mais merci pour ces précisions. Justement, après la crise, quand on perd son emploi, là aussi c'est une démarche qui est un peu spécifique. Comment est-ce qu'on peut rebondir, retrouver finalement une envie professionnelle, recréer du sens au niveau professionnel, surtout quand, par exemple, on a été licencié violemment, quand la crise sanitaire a fermé des établissements de manière un peu brutale. Comment accompagner finalement aussi ces personnes qui peuvent être dans cette situation-là? C'est moi qui vous pose la question. Moi, je vais continuer juste sur ce que j'ai dit. En fait, je pars du principe, alors j'ai enrichi mes formations de ce que j'ai appris en Inde et aux États-Unis, majoritairement, au Mexique aussi avec les accords Toltec. Je pense que tout ce qu'on vit n'est pas un hasard. Donc en fait, dans chaque situation que vous vivez, qu'elle soit positive, on se pose malheureusement pas souvent la question, et négative, là on commence à se poser des questions, surtout si en plus on a des symptômes physiques ou psychiques, c'est pourquoi je vis ça et quelle est la leçon à apprendre, en retenir pour nous. Et en fait c'est assez simple la logique, c'est si vous êtes aligné avec votre chemin de vie, tout roule. Vous rencontrez les bonnes personnes, vous êtes joyeux, vous êtes créatif, vous avez le boulot que vous voulez, les clients que vous voulez, une vie perso qui vous plaît. Si vous êtes écarté de votre chemin de vie, évidemment on ne le sait pas, mais on a des symptômes qui sont petit 1 des schémas de répétition. Vous croyez changer de chef, enfin vous changez de chef, vous changez de société, mais ça va être toujours une histoire de manipulation, de harcèlement, burn-out. Après ça se bloque, et vous avez des blocages, puis stress, anxiété, fatigue, symptômes physiques ou psychiques, aigus puis chroniques, et après il y a un burn-out et pire. Donc il faut juste savoir qu'il y a plein d'autres solutions, il n'y a pas un seul schéma de pensée, et c'est comprendre pourquoi on vit cet échec, cette situation, qu'est-ce qu'on peut changer en nous pour que la situation change. Alors, au niveau de si vous avez un échec, ou plutôt si vous avez un licenciement dur, ou si vous choisissez de partir de l'entreprise parce que vous avez fait un burn-out aussi, je rencontre de plus en plus ce genre de situation. Je crois que la première chose à faire, c'est surtout de ne rien faire. C'est-à-dire de faire une pause, un break. Et ce break peut être plus ou moins long. Tout le monde a en tête, je pense, la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Aujourd'hui, elle est bien connue, vous savez. On a les chocs, on commence par le déni, ensuite on a la colère, on a la peur, on a la tristesse. Et tout ce cycle, il faut le laisser vivre pour ensuite pouvoir repartir. Donc la première chose à faire, si jamais j'étais licencié, c'est déjà de ne pas chercher de travail, de ne pas chercher tout de suite à me reconvertir et de faire les choses qui vont vraiment me faire du bien, me faire plaisir. Merci. Pour continuer un peu sur la logique, comment est-ce qu'on... je le disais en préambule, parfois on veut se reconvertir de manière vraiment radicalement différente, et puis parfois on veut rester dans son domaine, valoriser ses compétences. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut être accompagné pour cette valorisation des compétences? Eh bien, par exemple, vous pourriez soit voir ma consoeur, soit venir à la PEC. Là, on est sur plusieurs types en fait, d'accompagnement. Si vous voulez, il y a l'accompagnement, je dirais, non, peut-être vous allez me compléter. En fait, je dirais qu'il y a au moins 3 types d'accompagnement. On va en rajouter un 4e. Le premier type d'accompagnement, c'est le conseil en évolution professionnelle. C'est ce que fait la PEC. C'est ce que fait peut-être aussi Transition Pro. Non, mais je vais compléter. Okay. Donc l'APEC et puis d'autres opérateurs font du conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit, c'est un certain nombre d'heures auxquelles vous avez le droit et dans lequel un conseiller, un consultant va vous aider à formaliser votre projet et puis à le mettre en œuvre. Ça, c'est le premier acteur. Il y a un deuxième acteur qui est le prestataire de bilan de compétences ou le praticien de bilan de compétences. Là, c'est beaucoup plus d'heures, c'est 24 heures selon la loi, et puis c'est payant, mais c'est pris en charge via le CPF. Il y a un troisième type d'acteur, je dirais, c'est le coach privé.
il va utiliser, on a entendu Catherine nous parler de toutes les inspirations qu'elle avait. Le coach privé, il va plutôt utiliser des techniques qui viennent de l'étranger, des États-Unis, etc., pour vous accompagner. Il va aller chercher votre raison d'être, votre raison de vivre, il va aller chercher vos valeurs, toutes ces choses qui sont essentielles pour comprendre pourquoi vous avez eu un malaise, si c'est le cas, et comment vous allez faire pour être aligné, pour reprendre la formule de Catherine tout à l'heure, pour être heureux, pour être épanoui dans votre travail. Ça va être le rôle du coach. En général, c'est payant. Et puis, je dirais, un quatrième intervenant, c'est le psy. Quand on est vraiment très cassé, il y a un moment donné, il faut aller voir un thérapeute. Alors, je pense que dans beaucoup de catégories, il y a des gens qui, à Paris, c'est assez courant d'avoir un thérapeute, mais il y a aussi des gens qui ne vont pas aller voir un psy, un thérapeute, alors qu'ils ont été cassés, fracassés par leur situation professionnelle. Voilà, c'est les 4 intervenants que je vois en accompagnement professionnel. Et je vais effectivement compléter concernant le conseil en évolution professionnelle qui est très bien représenté donc, dans cette table ronde par l'APEC. Donc l'APEC qui s'adresse à un public cadre et jeune diplômé. Mais vous avez également d'autres opérateurs, donc ils sont 5 en tout. Vous avez le pôle emploi pour les actifs demandeurs d'emploi. Vous avez les missions locales pour les jeunes de 16-25 ans. Vous avez le Cap Emploi si vous êtes en situation de handicap et que le handicap que vous avez constitue un frein à l'emploi. Et vous avez donc l'opérateur régional des actifs de droit privé et qui sont non cadres et les indépendants qui est donc le groupement Évolution. Donc tous ces acteurs sont présents sur le salon. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous le souhaitez à l'issue de cette table ronde. Donc voilà, tout le monde est réparti un petit peu partout et ils ont tous ce rôle aussi de vous aider à mettre en lumière vos compétences si vous êtes dans cette démarche de reconversion. Juste pour compléter, vous avez aussi des bilans qui peuvent être pris en charge par votre compte personnel formation ou par les OPCO pour ceux qui sont encore salariés ou qui sont à leur compte. Donc il faut en profiter. On a des premières questions. La première, c'est y a-t-il des reconversions impossibles? On donne un cas particulier. Ça fait 4 ans qu'une personne cherche à entrer dans la banque finance et les portes sont toujours fermées. Quel conseil donner? Est-ce qu'il y a vraiment des reconversions, des métiers dans lesquels c'est impossible de se reconvertir si on n'a pas d'expérience? Comment chercher un job et préparer financièrement votre installation Fermé à quel endroit, déjà je m'interroge, à quelle étape vous faites du parcours? débutera à 11h en salle 1. J'ai pas la Nous vous informons également de la conférence Pourquoi et comment suivre une formation professionnelle à distance par le CNED débutera à 11h en salle 2. La conférence Comment intégrer les nouveaux métiers de l'IT et les nouveaux métiers du digital par devenez.fr débutera également à 11h en salle 3. Merci. C'est terminé. Au-delà de ce cas particulier, où peut-être la personne pourra venir vous voir directement après, concrètement, est-ce qu'il y a des reconversions qui sont impossibles ou finalement tout est possible? Oui, moi je pense que tout est possible à partir du moment où on s'en donne la possibilité. Depuis que je m'intéresse à la reconversion depuis 1 ou 2 ans, je vois que c'est un sujet qui est devenu vraiment prégnant pour beaucoup de gens. Et pour cause, je m'aperçois que je lis en permanence, je rencontre en permanence des gens qui ont fait des reconversions absolument extraordinaires. Je ne sais pas, à une époque j'habitais à l'île Saint-Ouen et la boucherie que je fréquentais a été rachetée par 2 petits jeunes. Et j'ai discuté avec eux et ils me disaient qu'ils étaient auditeurs auparavant, après leur école de commerce, c'est un truc normal, et ils avaient décidé de faire un CAP boucherie et ils avaient racheté la boucherie. Quoi, je veux dire, ça leur a pris 2-3 ans et voilà, donc ça, on pourrait penser que c'est impossible. Bah non, c'est possible. Et ce genre de cas, on en a en permanence. Donc je ne crois pas qu'il faille... je pense que s'il y a une limite, elle est en chacun d'entre nous en fait. C'est en soi qu'elle est. C'est pas du tout, je pense qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui de se faire financer des formations, des accompagnements, etc. Tout doit pouvoir être possible. Même une reconversion dans le sens inverse, on va dire. Par exemple, je suis prof et je décide de devenir médecin. Et bien sûr, et hier je lisais un article de quelqu'un qui avait décidé de devenir médecin à 37 ans et il était auparavant, je ne sais plus, je crois qu'il était
gardien de nuit ou quelque chose comme ça, quoi. À un moment donné, on a plein de cas comme ça de gens, le découvreur du pôle, là, il s'appelait le docteur Etienne, je crois, dans les années 80, il était très connu, j'ai oublié son nom exactement. Lui, il a commencé médecine à 40 ans, je crois. Vous voyez, donc du coup, il y a aucune... je ne pense pas qu'il faille se faire des limites, de se poser des limites, il faut juste établir son plan. C'est-à-dire, est-ce que nos proches sont en accord avec notre projet? Est-ce qu'on a les moyens de le financer aussi? C'est ça les limites. Mais sinon, il n'y a pas d'impossibilité majeure. Et alors, juste pour donner un petit chiffre complémentaire, donc, qui retrace l'activité de Transition Pro Île-de-France en 2021, donc, nous avons 4 dispositifs que nous pilotons, qu'il s'agisse de financement ou de voie de passage, on va dire, vers une évolution, une reconversion professionnelle. Et en 2021, eh bien, 10 000 personnes ont eu la validation de leur projet par Transition Pro. 10 000 personnes, on est quand même sur un chiffre qui est assez important et qui peut donner aussi du courage à ceux qui doutent encore de la faisabilité de leur projet, en sachant qu'effectivement il y aura des étapes et en effet il y a des choses et des freins à lever, mais en tout cas 10 000 personnes l'ont fait avant vous, juste l'année dernière. Pardon. Et moi, pour compléter ce que dit Jean-Christophe, je pense que si vous voulez, si vous avez vraiment envie, vous y arrivez. Par contre, il faut se faire aider parce qu'en effet, il faut comprendre qu'il y a souvent un décalage entre comment on se perçoit nous et comment les autres nous perçoivent. Et donc cette personne-là qui est dans la banque finance, et j'imagine qu'elle a déjà des formations, si elle ne trouve pas, c'est peut-être que les gens, quand ils la voient, il y a quelque chose qui dit « je ne le sens pas ». On a tous cette façon de raisonner et personne ne va vous dire pourquoi il ne le sent pas parce que justement, on ne va pas mettre de mots, puis ce n'est pas le sujet. Là, pour le coup, c'est un travail à faire avec un accompagnant spécifique, psy ou coach. Et vous avez les deux cas aussi, c'est faire face à vos croyances et aux croyances de l'environnement. En ce qui me concerne, moi je suis psychologue maintenant depuis 2007, mais avant j'étais docteur en pharmacie dans l'industrie pharmaceutique et j'étais Madame Loi. Et quand j'ai dit que j'allais faire psychologue, on m'a dit mais t'es complètement folle, tu vas faire 5 ans d'études pour gagner 10 fois moins. Ben oui, mais je suis 10 fois plus heureuse. Voilà. Donc ça c'est mon chemin de vie à moi. J'en connais une autre qui était justement, elle, directrice financière, une de mes clientes. Son truc c'était de faire la permaculture. Bon, ben, un jour elle est arrivée effondrée. J'ai dit bon, on va travailler sur le deuil du bac plus 5, voilà, comme c'est charcutier. À un moment, ben oui, en fait, on est tous des êtres humains, quelle que soit la posture hiérarchique. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à ce que les autres vont vous dire, mais non, tu n'as pas le droit, et puis on a besoin de toi dans le poste où tu es, mais peut-être que vous avez une compétence que tout le monde apprécie, mais vous n'êtes pas heureux. Ben, c'est ça qu'il faut écouter, c'est votre bonheur à vous, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous épanouit, ce qui fait que vous rentrez le soir chez vous, en pleine forme, joyeux de votre journée, et vous avez l'impression d'être utile sur Terre. Et en plus, on est, pour rebondir sur ce que dit Catherine, effectivement, sur le deuil du statut social ou le deuil de la position sociale, on est post-Covid, on a une chance formidable aujourd'hui. C'est-à-dire que plus personne ne nous jugera si on décide de faire un métier de l'artisanat ou un métier manuel alors qu'on avait un métier dit intellectuel. Et ça, je pense que c'est vraiment le Covid qui a transformé les esprits et les consciences et qui nous permet aujourd'hui de se dire bon, je ne vais pas être jugé plus que ça par les autres. Après, c'est notre propre jugement sur nous qu'il faut peut-être modifier. Sur les reconversions, notamment dans certains secteurs, j'évoquais tout à l'heure la médecine, on peut parler de la psychologie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un frein au niveau de l'âge? Si on décide de se reconvertir à 45 ans et de devenir médecin, perspective est peut-être un petit peu... Non, parce qu'on a des exemples, j'en vois en permanence. C'était l'exemple de ce docteur Etienne, qui est devenu médecin très tard. Hier, je lisais encore un article, je ne me rappelle plus exactement le tenant, mais c'était ça. C'était aussi quelqu'un avec un métier complètement improbable qui a décidé à un moment donné de se donner la possibilité de faire 7 ans d'études pour devenir médecin. Donc, après, c'est vraiment soi, quoi. Est-ce qu'on est prêt à gravir, on est décisif, et est-ce qu'on est prêt à pousser sa pierre jusqu'en haut de la montagne? C'est juste ça. Et puis, il y a quand même le CNAM qui permet de faire des études en même temps qu'on travaille. Et il y a énormément de diplômes. Alors, peut-être que médecine n'y est pas, ça je ne suis pas complètement sûre, mais en tout cas, moi j'ai fait la psychologie au CNAM, donc j'ai fait en cours du soir pendant 4 ans, ça m'a fait 5 ans que j'ai fait en 4 ans. Et en parallèle, je faisais mes missions pour l'industrie pharmaceutique pour me rémunérer après mon chômage.
Une question généraliste, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que la formation est toujours obligatoire pour se reconvertir? Est-ce qu'elle est toujours nécessaire, conseillée? Est-ce qu'on peut se reconvertir GOFH et Kennedy Garceau débutera dans quelques minutes en salle 1. On peut attendre. Nous vous informons également de la conférence Pourquoi et comment suivre une formation professionnelle à distance avec le CNED débutera à 11h en salle 2. La conférence Comment intégrer les nouveaux métiers de l'IT et les nouveaux métiers du digital avec devenez.fr débutera à 11h en salle 3. Merci. Donc, sur la question de la formation, c'est la question, en fait, et ça va se régler au cas par cas. C'est pour ça qu'un accompagnement est nécessaire. C'est pour ça qu'un réseautage aussi est important, parce que vous allez rencontrer dans le cadre de votre démarche réseau des professionnels de la profession, et c'est eux qui vous diront si la formation s'impose ou pas. Et puis, en matière de formation, aujourd'hui, il y a tout un panel. Il y a des formations courtes, il y a des formations longues, il y a les MOOC, il y a plein de formules. Il y a la hybridation aussi. On a le travail hybride, on a la formation hybride, c'est-à-dire le distanciel ou le présentiel. Donc tout ça, en fait, le panel est tellement large. Après, effectivement, ça va dépendre au cas par cas. J'ai des cas de gens qui vont se reconvertir sans formation, et puis des cas de gens qui vont se reconvertir avec formation. C'est vraiment très... Tout à fait. Et sans formation, parce qu'en fait, quand vous faites un métier, vous utilisez plusieurs facettes de vous-même. Peut-être qu'il n'y a qu'une facette qui vous plaît vraiment, et par reconversion, en fait, vous savez déjà le faire. Et vous n'avez pas besoin, par exemple, moi j'ai jamais fait de diplôme de formateur, parce qu'en fait, ça fait 30 ans que je fais de la formation, et on m'en a jamais demandé. Donc, c'est là que l'accompagnement et le cas par cas est primordial. Tout à fait. Également l'analyse aussi du marché de l'emploi et des demandes par rapport au métier que vous visez. Hier, une personne est venue me voir sur le stand de Transition Pro et m'expliquait qu'elle avait 23 ans d'expérience dans le commerce, qu'il ne comptait pas faire une formation, ce n'était pas dans son objectif de faire une formation dans le commerce, puisqu'il avait déjà l'expérience qui allait avec, et qu'en effet, ce n'est pas toujours requis. Et c'est vrai que par rapport à tous les éléments qu'il souhaitait obtenir dans le poste qu'il visait, eh bien peut-être qu'un diplôme pouvait appuyer ses candidatures. Et du coup, c'est aussi là que je lui ai conseillé peut-être explorer les offres d'emploi et regarder ce qui est demandé par rapport au poste spécifique que vous envisagez. Donc, effectivement, du cas par cas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à main levée, des personnes qui souhaiteraient s'exprimer en direct? Alors il y a une dame derrière, et puis ensuite ce sera à vous. Si ça va. Bonjour à tous, juste une remarque. En fait, est-ce que vous pouvez mettre le micro un peu plus haut? Là, c'est bon? Très bien. Écoutez, nous, on est un des acteurs parisiens. Nous nous occupons de reconversion professionnelle et nous travaillons avec l'APEC et avec Transition Pro, puisque on s'occupe d'un dispositif qui s'appelle Transition Collective. On n'a pas parlé encore. En fait, des salariés qui seraient dans une société dans laquelle votre emploi serait fragilisé. Donc vous savez que l'entreprise peut imaginer de réduire son effectif, c'est pas très agréable, mais sachez qu'il existe une possibilité d'engager une reconversion professionnelle avec une prise en charge des coûts de la formation et du salaire. Donc voilà, avec toute une mise en œuvre avec l'APEC et Transition Pro, qui est le financeur de ce dispositif. Et que nous, notre travail, c'est, puisqu'on a parlé de marché de l'emploi, c'est d'identifier à Paris les secteurs et les entreprises qui recrutent. C'est-à-dire effectivement d'avoir un lien avec les entreprises et les salariés qui seraient dans des emplois fragilisés, et puis de faire connaître à l'échelle de Paris les secteurs qui sont aujourd'hui en besoin de recrutement et d'accompagner effectivement cette reconversion en trouvant des entreprises qui pourraient être vos entreprises d'accueil à l'issue de votre reconversion. Et pour prendre un exemple concret, à Paris, comme vous le savez sans doute, il y a pas mal de postes à pourvoir dans le secteur du numérique, dans le secteur de l'aide à domicile, mais aussi dans le secteur de l'alimentation durable et des mobilités douces. Donc voilà, sur ces différents secteurs, nous, notre travail, c'est aussi
d'informer sur ces secteurs, sur les entreprises qui pourraient vous accueillir à l'issue d'une reconversion professionnelle dans ces métiers. Merci pour cette précision, c'est très intéressant. Bonjour, merci beaucoup pour vos premières informations. Moi j'ai une question sur les financements des formations. Hier j'ai rencontré Laetitia pour Transition Pro. Au-delà de Transition Pro, est-ce que vous pourriez, peut-être M. Claret, nous faire un panorama des modes de financement qui sont disponibles? En tout cas, moi aujourd'hui je suis en CDI dans une entreprise. Après, clairement, il y a un frein sur les possibilités de quitter et ensuite de financer une reconversion. Est-ce qu'il existe d'autres dispositifs que Transition Pro? Merci. Ok, Catherine et Laetitia compléteront, mais pour moi il y a deux cas de figure, on est en poste ou on est à Pôle emploi. Déjà au niveau de la formation professionnelle. Si on est en poste, quelles sont les possibilités de financement? Vous venez d'indiquer, il y a Transition Pro. Je laisserai parler Laetitia sur le sujet. Il y a quoi d'autre si on veut se former? Il y a son compte personnel de formation. Aujourd'hui, ça peut représenter des sommes importantes. En plus de ça, ce compte personnel de formation peut être abondé. Il peut être abondé par l'employeur, il peut être abondé par la région, il me semble. C'est des choses en tout cas qui se discutaient, qui se mettent en place petit à petit. Troisième possibilité pour voir se financer sa formation, je dirais le plan de formation interne de l'entreprise, qui peut aussi financer soit vos bilans de compétences, soit votre formation. Et vous êtes en poste, il va y avoir bien entendu vos deniers personnels, c'est la quatrième possibilité pour se financer une formation. Et est-ce que, oui, on peut aussi envisager le cas de l'alternance, c'est-à-dire à un moment donné, je me forme en me faisant financer ma formation en trouvant un contrat en alternance, donc en me faisant financer par l'entreprise. Voilà, c'est les cas de figure que je vois, mais attendez, surtout, vous avez plusieurs formules de financement, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, il y en a certaines qui ont été évoquées, donc notamment Transition Collective qui est assez récente. Ah, je suis tombée. Donc, notamment Transition Collective qui est assez récent et qui implique quand même plusieurs étapes. On a également donc, le PTB dont on a parlé hier notamment, donc, qui consiste au financement du coût de la formation et de la rémunération pendant la période donc, de la transition, et également d'autres dispositifs qui, eux, par contre, n'impliquent pas de financement. Il y a également les OPCO, donc, qui sont les interlocuteurs des entreprises et qui peuvent aussi permettre de financer en dehors du plan de développement des compétences de l'entreprise. Donc ça, par contre, c'est vraiment l'employeur qui va être l'interface parce qu'un salarié ne s'adresse pas directement à son OPCO, c'est son entreprise qui va faire donc, la médiation. Et effectivement, je vais rejoindre Jean-Christophe, dans le panorama du financement de la formation professionnelle, on va distinguer les salariés, les demandeurs d'emploi qui vont avoir accès à certains dispositifs qui vont être similaires, comme le CPF par exemple, que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié, vous avez tous un compteur CPF, et également les financements de Pôle emploi, de la région Île-de-France, et de l'autre côté, bien tout ce qu'a dit Jean-Christophe à l'instant. Et je voudrais compléter sur le CPF parce que j'entends souvent des personnes qui me disent non mais mon employeur a refusé. Quand vous êtes salarié dans le privé, vous n'avez pas besoin de demander à votre employeur l'autorisation. C'est que ceux qui sont dans le public qui doivent demander et qui aussi. Ah oui, super. On a une question intéressante sur quels accompagnements existent pour se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est salarié et que finalement on souhaite se lancer dans cette aventure de la création d'entreprise. Ben justement, le CPF, il y a un accompagnement à la création d'entreprise. Donc dès que vous avez un organisme qui peut, il y a Greg Ayoki maintenant, pour bénéficier du CPF, vous pouvez avoir bilan de compétences et accompagnement à la création d'entreprise, c'est quasi automatique. Alors, c'est là qu'intervient la PEC, puisque en plus du CPF création d'entreprise, il y a aussi le CEP, Conseil en évolution professionnelle, et dans le cadre de la PEC, il y a un service qui s'appelle Devenez entrepreneur, qui se fait au téléphone, qui se fait en physique, auquel vous avez tous droit, et qui est gratuit bien entendu, qui
qui est très financé. Et là, je boucle la boucle. Attendez, je vais juste rajouter un truc. Vous avez toujours vos deniers propres aussi. Oui, bien sûr. Et du coup, alors si vous avez validé que vous souhaitez devenir entrepreneur, eh bien vous avez le dispositif démissionnaire qui est piloté donc par Transition Pro Île-de-France et qui permet à des salariés justement de passer du salariat à la création d'entreprise. Donc dans le cadre d'une création, d'une reprise d'entreprise, il y a des étapes à parcourir. Attention, il ne faut pas démissionner à n'importe quel moment. Il faut bien construire votre projet. Il faut nous prouver aussi que vous avez construit ce projet avec un CEP, et là c'est obligatoire. Et ensuite, donc, vous déposez chez nous. Si tout se passe bien, on vous donne donc une attestation qui prouve que vous avez votre projet a un caractère réel et sérieux. Et ensuite, vous vous inscrivez à Pôle emploi pour avoir le bénéfice de vos allocations au retour à l'emploi pendant que vous créez donc, et que vous montez cette entreprise. On a une question dans la salle. Oui, bonjour à tous, merci pour ces informations. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Je suis fonctionnaire, je suis dans un dispositif de reconversion. C'est très compliqué. Fonctionnaire territorial, et que ça soit financement, que ça soit effectivement conseil avec la RH, le service formation. Je suis dans un métier donc très spécifique, puisque je suis dans le territorial. C'est vraiment, j'ai l'impression que voilà, les salariés du privé, ils ont pas mal d'aide. Mais chez nous, même si on a l'accompagnement ou les conseils, on va dire au départ, il faut quand même la validation des élus, du politique, de la RH. C'est compliqué. Alors effectivement, le public, c'est beaucoup plus compliqué puisque l'utilisation de votre CPF m'a l'air très complexe. Il se trouve que ma compagne est dans la fonction publique territoriale et je crois qu'elle n'a jamais réussi à l'utiliser. Donc oui, j'atteste de ce que vous dites. Après, pour la PEC, vous pouvez venir nous voir, puisque nous accueillons aussi les cadres du secteur public, avec l'idée qu'ils ont peut-être un projet finalement de se reconvertir dans le privé. Vous voyez, donc vous êtes les bienvenus chez nous. On a un certain nombre de... Voilà, je veux dire, il faut trouver des rustiles en fait dans la vie. Puisque finalement il y a beaucoup de limitations pour les fonctionnaires, et bien trouver des chemins de traverse. Et il doit y en avoir d'autres, mais la PEC, on vous accueillera. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour, merci. Je voudrais rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure en relation avec l'âge. J'aimerais savoir du côté des entreprises si, en fait, embaucher une personne en reconversion qui a déjà justement un certain âge, ça ne représente pas un frein par rapport à un jeune qui sera effectivement à l'entrée de sa vie professionnelle et qui du coup sera plus intéressant pour l'entreprise parce que comme on sait tous, investir sur quelqu'un ça prend du temps, enfin former quelqu'un ça prend du temps quel que soit le métier. Je pense encore plus peut-être dans certains métiers artisanaux où effectivement avoir un bon ouvrier ça prend du temps et généralement quand les entreprises réussissent à bien les former, ils aiment les garder. Donc par rapport à la durée de vie, de la personne au sein de l'entreprise, est-ce que justement quelqu'un de plus âgé en reconversion, il n'aura pas moins de chances d'être attractif par rapport à justement quelqu'un qui a montré de sa vie professionnelle? Moins de chance si on ne parle que du CDI. Si vous voulez. Effectivement, il y a toujours, il ne faut pas se le nier, il y a un problème d'âge en France. Maintenant, il faut encore une fois, c'est au cas par cas. C'est-à-dire, on se fait aussi beaucoup de représentation mentale. Et on a intégré aussi beaucoup les représentations mentales des employeurs. Rien ne nous dit que si nous-mêmes nous mettons dans une démarche comme ça de reconversion professionnelle, à quelque âge qu'on est, quand on est senior, rien ne nous dit qu'on ne va pas trouver l'emploi qu'on cherche. Et après, je veux dire, il n'y a pas que l'âge, il y a aussi des freins qu'on se met, les croyances qu'on a parlé tout à l'heure, ou juste une question de méthode. On n'a pas la bonne méthode. Moi, je suis un fervent partisan du networking, de la démarche réseau, pour tout le monde. Et je fais des ateliers sur la démarche réseau et je vois que pour beaucoup de gens, ça pose problème, cette démarche. Et pourtant, je pense qu'elle est gagnante. Et je pourrais vous citer tout un tas de cas de gens qui ont réussi à se convertir grâce à cette démarche réseau. Parce que les employeurs ne vous attendent pas et votre CV, votre lettre de motivation ne suffiront pas à les convaincre de vous embaucher ça, ou de vous recevoir en entretien de recrutement. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, effectivement l'âge est un problème. Donc du coup, il y a des alternatives. Il y a ce qu'on appelle les formes alternatives d'emploi,
ça existe. Il y a, à partir d'un certain âge, beaucoup de gens travaillent à la mission. Et beaucoup de gens travaillent en portage salarial. Et trouvent le moyen de continuer une belle carrière grâce au portage salarial. Il y a les groupements d'employeurs et de temps partagé qui existent aussi. C'est pour des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer un salarié expérimenté. À ce moment-là, elles font appel à un groupement d'employeurs qui vont vous partager entre plusieurs entreprises à des temps partiels. Donc il y a le management de transition, il y a tout un tas de choses en fait qui existent, c'est ce qu'on appelle les formateurs actifs d'emploi. Il y a des CDD aussi seniors, il y a tout un tas. Aujourd'hui, je ne suis plus trop au fait de ces différentes modalités, mais ça existe, si vous voulez, par rapport à cette question d'âge. L'idée, je crois que c'est à un moment donné, il faut pas renoncer, mais il ne faut pas se focaliser sur le CDI. Ça va être ça peut-être la solution. Alors, du coup, j'ai un point de vue un peu différent là pour le coup, parce que c'est vrai qu'avant, en effet, recruter un petit jeune qui sort de l'école, c'est la garantie qu'il va rester longtemps à son emploi et qu'on va pouvoir le former, qu'il va évoluer. J'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, ça change beaucoup. Autour de moi, la plupart des personnes vont me dire « mais ça fait 5 ans que je suis dans mon entreprise ». Enfin, j'ai presque honte de le dire parce que la plupart des gens autour de moi sont partis en fait. Et c'est vrai que c'est un peu le cheminement qui a l'air de se destiner aujourd'hui. Soit les personnes vont se reconvertir très très vite, très tôt et très jeunes, soit en effet on va rester 3 à 4 ans. Je ne pense plus qu'aujourd'hui les employeurs peuvent se dire je vais miser sur tel individu et il va évoluer chez moi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et peut-être que justement une personne qui est en deuxième partie de carrière, au contraire, va être un peu plus stabilisée. Peut-être, je pense presque que ça peut être un choix un peu plus sécurisé pour un employeur que le jeune qui est au début de son intrusion sur le marché de l'emploi. Merci. On va prendre la toute dernière question. Oui, bonjour à tous. J'ai une question, je pense, pour M. Lapec, et peut-être aussi pour Catherine. Moi, personnellement, j'ai travaillé longtemps en Afrique comme expatriée, et je viens de rentrer. Ouais. Et entre-temps, je suis tombée malade, je vais mourir, tout ça. Enfin bref, là, je suis mieux et je cherche. Je voudrais être entrepreneur. Et moi aussi, je suis docteur en pharmacie. Et entre-temps, je fais une prof de yoga. Donc voilà, et j'aimerais créer une entreprise justement pour proposer des soins de bien-être en utilisant les sciences de yoga. Et quand vous parlez du réseautage, je me dis comment je vais faire puisque j'ai perdu mon réseau. Enfin, j'ai pas de réseau. J'ai un réseau dans des organisations internationales ailleurs, en Afrique, mais pas ici. Donc j'aimerais un petit peu entendre vos conseils, votre avis sur comment se créer un réseau quand on revient après une longue absence dans le marché du travail. Et oui, c'est ça, c'est le frein principal, c'est qu'on croit qu'on n'a pas de réseau parce qu'on se fait une fausse idée du réseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est pas votre réseau de proches, ce réseau là, que vous avez constitué en Afrique qui va vous aider à décrocher vos opportunités. C'est un réseau qui est plus éloigné et qu'il va falloir activer. Et c'est en cela que consiste la démarche réseau. On a un atelier à la qui s'appelle Oser faire du réseau, qui vous explique exactement les tenants aboutissants de cette démarche. Mais en gros, il y a quelqu'un qui s'appelle Mark Granofter, qui est professeur à Stanford, sociologue, qui a expliqué ça très bien à travers une loi, et je vous invite tous à regarder ça sur Internet, c'est la force des liens faibles. C'est l'idée qu'en fait, c'est pas par notre réseau de proches qu'on va trouver un job. Donc du coup, il va falloir toucher un réseau de beaucoup moins proches, voire un réseau de gens qu'on ne connaît pas. Et c'est toute la thématique de la démarche réseau, comment je fais pour demander un rendez-vous, comment je fais pour rencontrer les gens, comment je fais pour rester dans leur tête. Vous voulez devenir prof de yoga, si j'ai bien compris, ou en tout cas créer votre centre de bien-être, en tant que et vous voulez vous mettre à votre compte, vous ne pourrez pas passer autrement que par le réseautage pour vous mettre à votre compte. C'est pas possible. Un freelance ne fonctionne que grâce à son réseau. Donc il va falloir vous y mettre le plus tôt possible. Merci. Et puis, bizarrement, en fait, on a des réseaux dont on ignore l'existence. Donc, par exemple, vos contacts africains, ils ont certainement des contacts ici, donc ils peuvent vous brancher aussi avec des gens qui connaissent ici. Et d'expérience, je me suis rendu compte que souvent, c'est en effet certainement cette histoire de bien faible, c'est pas toujours les gens que vous connaissez le mieux qui vous aident.
Ah, voilà, donc, il faut faire confiance, il faut aller de l'avant, et en plus, si vous donnez, vous recevez. Donc, vous pouvez aussi faire des sessions de yoga gratuites. Vous aurez toujours des gens qui viendront, que ce soit en ligne ou physiquement, et petit à petit, vous montez votre réseau. La première étape, c'est d'aller voir une dizaine de profs de yoga, faire un entretien avec eux, une demi-heure d'entretien, et leur demander comment ils font pour en vivre. C'est la première étape. Et je pense que la plupart des gens vous accueilleront bien volontiers parce qu'on adore parler de soi, on adore parler de son métier. Et quand on est à la maison, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos compagnons, nos enfants, ça ne les intéresse pas du tout. On tombe sur quelqu'un qui va être très intéressé par ce qu'on fait. Donc on vous accueille bien volontiers. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous pour votre présence et merci à vous pour votre participation. Très bonne journée sur le salon. Merci à vous. Merci.